Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, du football avec la fenêtre internationale réservée aux matchs amicaux au cours de ce mois de mars 2024. Vous vous en doutez, nous parlerons du Bénin dont la sélection nationale a accroché son homologue de la Côte d'Ivoire le week-end écoulé à Amiens. C'était en France. Demain mardi, un autre Grand Afrique se dressera sur le chemin des Guépards. Il s'agit du Sénégal. Et pour parler de l'agenda du Bénin au cours de ces journées FIFA du mois de mars 2024, nous aurons en ligne, sinon serons en direct depuis le quartier général des Guépards dans l'Hexagone, Steve Mounier, capitaine de l'équipe. Ce sera dans un instant. Il sera aussi question du handball qui a placé le Bénin en demi-finale du tournoi masculin au dernier jeu africain, des jeux qui ont pris fin le week-end écoulé à Accra au Ghana. Et pour en parler, un grand monsieur de la discipline, Aimé Sebio, sélectionneur national au niveau bien sûr des seniors. Bien d'autres disciplines, notamment je vais parler du volley, si le temps nous le permet, l'athlétisme, si le temps nous le permet bien sûr, viendront meubler cette édition au cours de laquelle plusieurs panels vont se succéder. Pour le casting de départ, j'ai à ma gauche, comme je vous le disais tantôt, Aimé Sebio, qui est le sélectionneur national au niveau du handball. Aimé Sebio, bonjour. Bonjour, Narcisse. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Voilà. En face de lui, mon jeune collègue Candide Moueto. Candide, bonjour. Narcisse, bonjour et prêt pour les prochaines minutes d'information sportive. Tout à fait. Justement, nous allons faire le tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité sportive cette semaine. C'est avec vous dans notre rubrique Fil Info. Évidemment, c'est avec moi et on commence ce tour d'horizon, le tour d'horizon de ce lundi 25 mars 2024 par cette actualité concernant les journées FIFA du mois de mars 2024 où les Guépards du Bénin affrontent demain mardi les homologues, les Lions de la Teranga du Sénégal. Et bien sûr, Narcisse, il faut quand même le préciser, c'est après ce premier match livré samedi dernier contre les champions d'Afrique en titre, les éléphants de la Côte d'Ivoire, où l'issue de la rencontre était bien entendu de 2 buts partout. Les Guépards du Bénin tiennent en échec les champions d'Afrique en titre par un score nul de 2 buts partout. Après avoir affronté bien sûr les hommes d'MS Faye, le Bénin sera face au Sénégal pour le compte de cette deuxième sortie prévue au cours de cette fenêtre internationale. Ça sera la 4e confrontation directe entre les deux nations. Je veux parler du Bénin et du Sénégal. Sur les 3 dernières confrontations directes entre les deux pays, on note 2 victoires pour le Sénégal et puis un match nul. Cette fois-ci, le Bénin et le Sénégal vont se retrouver en amical international au stade de la Licorne d'Amiens en France. Ça sera demain à partir de 20h30 heure béninoise. Et justement, pour mieux aborder cette explication, les hommes de Guénot-Roi ont tenu dans l'après-midi de ce lundi 25 mars 2024 leur dernière séance d'entraînement consacrée au dernier réglage. Oui, réglage à la veille bien sûr de ce match contre les Lions de la Teranga, quelques jours après le match contre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. On en vient maintenant à cette actualité concernant le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, qui est désormais déclassé. Ainsi, c'est désormais confirmé. L'infrastructure rénovée à plus de 13 milliards de francs CFA a perdu son statut de stade aux normes internationales. Il y a quelques semaines en arrière, on parlait un peu partout du risque de déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au regard de ces irrégularités-là, notées par la fêtière du football africain, lesquelles irrégularités devraient être corrigées dans un bref délai. Sinon, l'infrastructure est déclassée. Le déclassement est effectif désormais. L'information du déclassement de ce seul stade autrefois homologué au Bénin a été confirmée par le conseil technique du ministre des Sports du Bénin, M. Jean-Marc Adjovi Bokor, au cours de l'émission Les Arènes du Sport tenue sur la radio Tokpa ce dimanche 24 mars 2024. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai qu'il a été déclassé et en fait on est en train de travailler pour que les travaux soient faits. On ne sait pas s'ils pourront être faits dans les temps pour les matchs du mois de juin, mais effectivement la CAF a déclassé le stade pour des questions de pelouse, d'équipement, de terrain.
On va parler à présent Super League Pro du Bénin où la 9e journée s'est tenue ce week-end. Au cours de cette 9e journée, le choc bien entendu de presque toutes les attentions était bien sûr entre les champions en titre du Bénin et les vice-champions en titre. Une rencontre qui s'est déroulée sur les installations du stade Omnisport de Grand Popo. La rencontre qui s'est notamment terminée par un score nul d'un but partout. Par le même score, Sobemap Sport et bien sûr les Cavaliers de Niki se sont aussi neutralisés. Aspac s'est incliné devant Dadia FC sur un score d'un but à 0. Dynamo d'Abomey a imposé ses marques par 3 buts à 1 à l'AS Cotonou. L'AS Takoune et les Dragons de Lomé se sont neutralisés par un score nul et vierge. Banigansé s'est imposé 1 but à 0 à Ayema par un score de 2 buts à 0. Damissa a dominé la jeunesse sportive de Pobé par un score de 3 buts à 0. Les Soha Boys, les hommes de Espoir FC de Savalou, se sont imposés aux Requins de l'Atlantique par un score de 3 buts à 0. Et bien de la Super League Pro, on va parler cette fois-ci Ligue Pro Suite où la 4e journée de la phase allée de la Ligue Pro Suite s'est déroulée ce week-end par un score de 2 buts à 0. Abeille FC a battu Ponté FC et par le même score Estonais s'est imposé à Dynamique FC de Djougou. Beke FC et Audio ont partagé le point à l'issue d'un score d'un but partout, pas un score d'un but partout bien entendu. Par le même score, Real Sport et Buffalo se sont également partagé les points. Dynamo FC de Parakou s'est imposé par un score de 2 buts à 1 à Soleil FC de Kobe. Dans la zone C et D cette fois-ci, l'AS Police s'est imposé 1 but à 0 à la jeunesse sportive de Ouidasvo, a dominé par 2 buts à 0 cette équipe de Aino en déplacement. Voilà. Aino, avant Omnisport et puis la formation d'Adidja se sont partagés le point par un score d'un but partout, par un score de 2 buts à 1. Aziza FC a battu en déplacement au stade René Pleven d'Akopa. Voilà, cette équipe de Jeff FC, l'une des 3 victoires pour cette équipe. Étoile filante, le promu, s'est incliné sur un score de 0 but contre 2 face à la jeunesse athlétique de Ketou. Tout à fait. On en vient maintenant au 13e jeu africain, Candide Hueto, jeux qui ont pris fin ce week-end au Ghana. Le bilan du Bénin surtout dans ces compétitions. Le bilan du Bénin bien entendu était représenté dans 15 différentes disciplines au cours de cette échéance continentale. Sur le tableau des médailles, il a fini avec 3 médailles, toutes en or pour la 19e position au classement général. La dernière remportée, bien sûr, remportée par Odile Arouanou, l'athlète dans sa spécialité de l'heptathlon en athlétisme. Mais avant la ferriste béninoise Marie-Rose Laleye qui a d'abord fait honneur au Bénin avec 2 médailles d'or dans la discipline du bras de fer sportif. La jeune Amazone a bien entendu remporté les épreuves du bras gauche et du bras droit. Tout à fait. C'était une chance de médaille pour le Bénin et elle a confirmé. Mais c'est bien, cette performance vous inspire quelque chose? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous voulons pour notre nation. Vous savez, on était resté dans le même couloir. La fille, elle était très confiante puisque j'ai échangé avec son président qui m'a dit qu'elle est championne d'Afrique déjà et elle est venue aux Jeux africains avec beaucoup plus de certitude. Et elle n'avait peur de rien. Le jour où elle devait aller compétir, elle est allée au réfectoire, elle s'est mise à l'aise correctement. Et elle nous disait qu'elle part pour nous ramener une médaille et que le lendemain, qu'elle va nous ramener une seconde médaille. Bon, moi je suis sportif, mais je suis méfiant. Mais telle qu'elle était tellement confiante, bon, elle est allée. Effectivement, elle a ramené la médaille. Le lendemain, elle est partie. Elle dit c'est son bras fort qui était pour le lendemain. Le lendemain, elle est partie. Elle a ramené encore la médaille. On était tous contents. Et moi, je passe par ce canal pour lui tirer coup de chapeau parce qu'elle a fait un bon travail. Odile Arouanou qui confirme ainsi son statut de véritable bête des pistes. Elle était appelée un tout petit peu pour sauver les meubles. Vu les prestations un peu en demi-teinte au niveau de nos athlètes et elle a réussi à sauver les meubles. L'or, c'est quand même encourageant. Il y a également la performance de la team béninoise de Scrabble
qui était, il faut le dire aussi, en démonstration. Effectivement, Nassis, les Scrabble béninois se sont offert 4 médailles, dont 2 en or et 2 en argent. Et bien sûr, ces 13e Jeux africains qui se sont déroulés dans la capitale ghanéenne, et c'était bien entendu à Accra. Lesquelles médailles qui ne sont pas prises en compte sur le tableau des médailles, comme je l'ai notifié, c'était en démonstration après le bilan fait du Bénin. Le bilan du Bénin fait à ces 13e Jeux africains qui ont connu leurs épilogues le week-end écoulé. On va parler cette fois-ci des derniers résultats dans plusieurs disciplines. On va parler des derniers résultats dans plusieurs disciplines, notamment le football masculin où le Ghana est sorti vainqueur de la finale face à l'Ouganda par un score d'1-0. Bien avant, le Sénégal s'est offert la médaille de bronze dans la petite finale en s'imposant par 2-0 au Congo. Au handball, cette fois-ci, chez les dames, la petite finale est remportée par le Cameroun devant l'Algérie 29-21, puis la finale est remportée par l'Angola 33-15 sur la République démocratique du Congo. Chez les hommes, cette fois-ci, où le Bénin a pu se hisser en demi-finale, on voit l'Angola remporter 33-15 contre la République démocratique du Congo. C'était lors de la petite finale, et puis en finale, on voit lors de la petite finale, bien entendu, où le Bénin s'est incliné sur un score de 20 à 38, voilà, contre le Nigeria. Puis la finale est remportée par l'Angola. Vous m'excusez, pas un score de 33-15. Tout à fait, M. Bior. Vous échouez face aux géants de l'Est, aux géants voisins de l'Est. Oui, c'est tout à fait normal. Ah oui, oui, vous trouvez? Oui, c'est tout à fait normal. Et pourquoi? On n'est pas ici pour mentir au peuple béninois. Mais avant, moi je voulais quand même d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même remercier les gens du ministère, notamment le ministre. Ils ont fait beaucoup d'efforts. D'abord pour nous mettre dans de bonnes conditions. Pour nous permettre de participer à cette compétition, la joie au cœur. Tout à fait. D'accord. Ce qui n'a jamais été fait pour le sport béninois, on a vu de bonnes choses. D'accord. Aucun athlète ne peut se lever aujourd'hui et dire qu'il n'est pas satisfait. D'abord, on espère que la dynamique va se poursuivre parce que oui, le ministre voilà. vient à peine Franchement. Habituellement, quand des autorités viennent nouvellement, c'est comme ça, elles commencent, mais après... Monsieur Narcisse, moi je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais je suis là pour vous dire que depuis que moi j'ai été nommé entraîneur, c'est la première fois que vous êtes l'équipe nationale. D'abord les catégories d'âge. Les catégories d'âge, et aujourd'hui au niveau des seniors. Au niveau des seniors, je peux vous dire, c'est pas officiel. Pour cette compétition, ils ont mis en place un comité pour gérer l'effectif dans le cadre des Jeux africains. Tout à fait. Donc c'est ce qui a été. Donc tout a été fait avec méthode. Voilà. Et les conditions de voyage, l'équipement, les conditions d'hébergement, la restauration. Franchement, si quelqu'un ne tire pas coup de chapeau au ministère... L'organisation n'était pas faite. Voilà, d'accord. Ça, c'est la première des choses. De toute la façon, nous allons revenir tout à l'heure sur ces jeux, concernant surtout le handball. Ce sera bien sûr avec vous, parce qu'au cours de ces Jeux africains, vous avez, il faut le dire, vous avez frappé un des plus gros coups en se qualifiant bien sûr pour les demi-finales. Vous êtes échoué aux portes de la grande finale. On en parlait tantôt. Nous allons en parler dans cette émission. Mais est-ce que en allant, sinon en partant à Accra, vous pensiez réaliser une telle performance, c'est-à-dire faire la lumière sur le Bénin de cette manière? Bonne question. Ok. D'abord, on n'a pas eu assez de temps pour la préparation. La préparation, oui. D'accord. Et le comité exécutif nous a assisté du début jusqu'à la fin de la préparation. D'accord. Pour le peu de temps que nous avons eu, nous avons travaillé et nous avons bien travaillé. En partant de Cotonou, nous avons reçu la visite des cadres du ministère et l'objectif qui nous avait été assigné, c'est de revenir au moins cinquième de ces Jeux africains. D'accord. Et le comité exécutif nous a assigné une autre mission, c'est de revenir dans le top 3. C'est ça. Le top 3. C'était déjà les objectifs de départ. C'est les objectifs de départ, c'était de revenir dans les top 3.
On est parti de Cotonou avec le peu de temps de préparation. Nous avons eu au total 20 séances d'entraînement. Et il faut avouer que nous avons fini le championnat il y a longtemps. On a réuni les enfants, on a mis un peu de charge. Après, on a relâché un peu, on a mis la charge, on a relâché un peu. On est allé dans cette compétition. Je peux vous avouer que dans notre poule, nous avons la RDC, équipe mondialiste, équipe 6e. C'était un épouvantable. Voilà, équipe mondialiste, équipe 6e de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, allez-y. 6e de la Coupe d'Afrique des Nations passée, en janvier passé. En dehors de ça, il y a l'équipe du Kenya qui participe régulièrement, je dis régulièrement, campagne africaine. Sa régularité est d'ailleurs connue. Voilà. Après, il y a l'équipe du Ghana. D'accord? Nous nous sommes dit, il faut avoir 2 victoires pour se qualifier pour, comment on appelle, les demi-finales. D'accord. On a joué notre premier match contre le Congo. Ça a été un match difficile. On a bien abordé le match, mais nous avons joué avec des gens expérimentés qui savent, ils le savent plus que nous, quand est-ce qu'il faut mettre le temps fort, quand est-ce qu'il faut mettre le temps faible. Oui. Ils savent gérer. Ils savent gérer parce qu'ils participent régulièrement à de grandes campagnes et ils ont l'expérience de la chose. Vous voyez, donc ça a joué sur nous. Ils nous ont gagné de 6 km. Nous avons abordé notre deuxième match contre l'équipe du Kenya, qui est une très belle équipe. Et au passage, j'étais sur les bancs de l'équipe nationale du Nigeria à la Coupe d'Afrique passée, où on a joué, on était dans la même poule que l'équipe du Kenya. Donc, on a joué notre deuxième match contre l'équipe du Kenya, qui n'est pas une petite équipe, qui est une équipe vraiment vive. Mais il a fallu pour nous, d'aller chercher dans les ressources. Un supplément d'âme. Voilà, pour venir à bout de cette équipe. Et à la fin, je garde sur moi ce que le coach de l'équipe du Kenya nous a dit. Vous pouvez le partager avec nous. Non, bon, quand on partage ce genre de choses, après ça suscite des commentaires, c'est pour d'ici, c'est pour là. Je garde sur moi ce que j'ai eu à partager avec ce coach de l'équipe du Kenya. Notre dernier match, que moi je considère comme un match très difficile parce que c'est pas facile de jouer le pays organisateur chez lui. Tout à fait. Donc je considère que c'est le match qui devait être vraiment difficile. Au passage, je remercie le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karim, ancien handballeur, qui a l'expérience de la chose. On a pu contourner un certain nombre de choses, d'accord, pour aborder le match dans la sérénité. Et chose bizarre, on était au terrain quand on a vu plus de 100 Béninois qui ont appris qu'il y a une compétition de handball comme ça, qui ont débarqué, qui sont venus nous pousser. Donc, on n'avait pas droit à l'erreur. Et du Bénin aussi, on avait les encouragements, il fallait aller. Forcément, il fallait. Le président appelait à tout moment, les gens du ministère venaient nous voir pour nous dire il faut qu'on passe l'étape du premier tour. Donc, c'est comme ça, on est arrivé à bout de l'équipe du Ghana. Et on a notre demi-finale, on a fini deuxième de poule. Il fallait jouer le match contre l'équipe qui est première de l'autre poule, qui était l'Égypte. Donc nous avons joué l'Égypte en demi-finale. C'était un match pas des moindres. On connaît l'Égypte, on connaît sa carte de visite. La stratégie, c'était de bien défendre et de garder aussi longtemps que possible la balle en attaque. D'accord? En première mi-temps, on est parti à la mi-temps à 6 km, ce qui a énervé et le coach et les joueurs de l'équipe, parce que pour eux, ils doivent nous mettre rapidement la gomme pour se mettre à l'abri. Tout à fait. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais au finish, nous avons perdu ce match-là, 11 km, d'accord? Contre l'Égypte. Je pense que ce n'est pas mal pour l'expérience de cette équipe, pour le nombre de participations, voilà. Ce n'est pas que vous êtes un minimaliste pour vous contenter de défaites. Non, du tout pas. On parle du rendement face à l'Égypte. Voilà. Et je peux vous dire, sur ce plateau, que nous avons joué rien qu'avec les locaux. Les joueurs béninois qui sont à l'extérieur, le comité exécutif a essayé de les contacter, mais c'était la période où ils sont dans le championnat, d'aucuns sont titulaires, ils se disent que quand ils vont venir maintenant, ils vont perdre leur place. On va justement revenir sur cet aspect de la question tout à l'heure, mais d'abord, priorité au direct, je ne vous coupe pas, priorité au direct, on va prendre
Steve Mounier que j'annonçais tout à l'heure en début d'émission depuis la France. Nous sommes en direct avec ce monsieur que nous connaissons bien dans la tanière des Guépards, Steve Mounier, capitaine de la sélection nationale. Steve, bonjour. Steve, vous êtes en ligne, bonjour. Apparemment, on a quelques soucis à joindre Steve à Amiens. Vous parliez du vivier dont nous disposons à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce vivier, on peut encore puiser des athlètes qui seront bien sûr à la hauteur de nos ambitions? Pourquoi pas? Nous avons des athlètes qui peuvent compétir et bien compétir. D'accord? Ça va dépendre juste de la stratégie qu'il faut mettre en place pour les convoquer à temps, envoyer les courriers à leur club pour qu'au moment opportun, qu'ils puissent répondre à l'appel du pays. Et ces joueurs évoluent dans quel pays, dans quel championnat? Dans le championnat français. En France surtout? Oui, deuxième division, première division. Dans le championnat espagnol. Puisque ces joueurs ont été ciblés par un Béninois qui est un grand handballeur aussi, qui est actuellement à la retraite. Il s'agit de Roque Feliho, que nous connaissons très bien. Exactement, qui se bat ensemble avec Basile Pinto pour recenser ces joueurs-là. Ces joueurs, pour apporter une plus-value à nos sélections nationales. Nous allons repartir en France où Steve Mounier nous attend. Steve, bonjour. Bonjour Steve. Toujours quelques difficultés. Ah, nous l'avons finalement. Steve, bonjour. Vous nous recevez? Vous nous entendez? Vous m'entendez? Je vous reçois très bien, vous me recevez? Oh, ok. Steve, dites-nous, nous sommes, je vais dire, c'est la veille d'armes pour le match contre le Sénégal prévu pour demain mardi. Dites-nous, quel est l'état des troupes actuellement? Ben, on se porte très bien après ce magnifique match nul face à la Côte d'Ivoire. Voilà, on a affronté le champion d'Afrique, on a montré de très belles choses, beaucoup de combativité, de solidarité. Et je pense qu'on va essayer de réitérer la même performance demain face au Sénégal. Retour justement sur ce match de samedi, match joué contre la Côte d'Ivoire, au cours duquel vous avez regardé droit dans les yeux des tout nouveaux champions d'Afrique avec un score de 2 buts partout. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes sorti de ce match? Vous vous bombez le torse ou vous vous dites qu'il faut avoir le triomphe modeste? Non, absolument pas. On ne bombe pas du tout le torse. On n'était pas présent lors de cette dernière CAN, donc on n'a pas de raison de bomber le torse. Aujourd'hui, on a réalisé une belle performance, c'est vrai, face à la Côte d'Ivoire, mais la vérité, c'est que le plus important, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde et les éliminatoires surtout de la Coupe d'Afrique 2025. Aujourd'hui, le Bénin ne peut pas rater cette Coupe d'Afrique en 2025 après avoir déjà loupé les 2 dernières éditions. Tout à fait. Et quelle a été la réaction de tout le groupe lorsque vous aviez appris que la Côte d'Ivoire faisait justement partie de vos adversaires pour ces matchs amicaux au cours de ces journées FIFA? Oh, bon, on l'a pris, content ou sentiment partagé? On l'a pris positivement, on s'est dit que c'était l'opportunité de marquer les esprits et c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà, on sait que c'est deux géants africains, et on sait que c'est des matchs pas faciles, mais voilà, ça nous permet de redorer aussi un peu notre image et de montrer que le Bénin n'est pas mort. Et à l'arrivée, jeu égal sur le tableau des scores, même si techniquement vous avez souffert un peu face aux éléphants supérieurs à vous dans ce domaine. Est-ce que ce résultat peut provoquer un déclic pour la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde et celle de la CAN à venir? Ben, je l'espère, parce qu'on a un groupe qui est très jeune, un groupe qui a changé depuis l'arrivée du nouveau coach. Donc c'est important qu'on apprenne à jouer ensemble, qu'il y ait de la complémentarité entre nous, de la cohésion, de la solidarité. Et ça se travaille lors de ce type de confrontation, lors de ce type de matchs amicaux. Et c'est ça qui va nous permettre aussi d'engranger de la confiance, d'engranger des automatismes entre nous aussi pour justement affronter les prochaines échéances de la meilleure des manières. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes mal engagé pour la prochaine Coupe du Monde avec
un match nul et une défaite à l'issue des 2 premières journées de ces éliminatoires. Sans oublier le local, hein, mais est-ce que dans un coin de votre tête, vous pensez que c'est encore possible la Coupe du Monde? C'est pas encore possible. Le premier est à 4 points, il me semble. Et il faut savoir qu'on a joué nos 2 premiers matchs à l'extérieur avec un déplacement en Afrique du Sud qui n'était pas simple. Mais le premier n'est qu'à 4 points. Aujourd'hui, tout va dépendre aussi de nos résultats du mois de juin. On affronte le Rwanda et le Nigeria, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, c'est bien à domicile. Donc ça va être l'occasion de se relancer dans cette poule. Et un concours de circonstances pour se qualifier, ou bien vous comptez sur vos propres forces? Non, un concours de circonstances ne peut pas se produire. C'est-à-dire que dans le foot aujourd'hui, on ne se qualifie pas dans une compétition par chance ou par miracle. Il faut qu'il y ait un certain travail, une certaine qualité aussi au sein du groupe pour se qualifier. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste se qualifier par chance. Donc, c'est le travail justement qu'on est en train de mettre en place lors de ces matchs amicaux qui nous permettra de pouvoir espérer quelque chose lors des prochaines échéances éliminatoires. Voilà, on voit encore les images du match contre la Côte d'Ivoire, mais demain, ce sera le Sénégal que vous allez défier. Dites-nous, c'est avec quel état d'esprit? Je l'ai dit, c'est une de vos premières questions, je l'ai dit que ça va être le même état d'esprit que face à la Côte d'Ivoire. On a l'intention de continuer à marquer les esprits et surtout de continuer à travailler pour progresser ensemble et pour créer des automatismes entre nous, régler les petits détails qu'on doit régler pour justement, comme je l'ai dit encore une fois, affronter les prochaines échéances éliminatoires qui vont arriver très vite au mois de juin et au mois de septembre. Voilà, personnellement, vous vous êtes inscrit dans la durée en sélection. Vous en comptez aujourd'hui 50, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, vous n'en avez jamais douté. Je me rappelle votre première sélection. Vous avez été appelé à un moment où votre secteur de jeu était assez fourni, avec devant des messieurs comme Rudy Michel Jesded, qui sortait d'une saison avec une vingtaine de buts marqués en Championship en Angleterre, et surtout Frédéric Gounongbe, qui a eu un rendement quasi similaire en Belgique, alors que vous aviez été barré à Montpellier par le Malien Moustapha Yatabaré, qui vous avait même obligé à aller chercher du temps de jeu en Ligue 2 à Nîmes Olympique. Et vous n'avez jamais abdiqué, vous avez affronté la situation et aujourd'hui vous êtes quasiment devenu le premier choix aussi bien en club, comme vous le voyez, voilà, en club qu'en sélection. Oui. Et même plus. Je n'ai jamais abdiqué, ça fait près de 10 ans de carrière maintenant pour moi. Près de 10 ans de carrière aussi, de carrière internationale. Donc non, dans le foot, il faut avoir un certain mental. Et voilà, moi j'ai toujours su que mon tour viendrait. J'ai jamais... Nous avons forcé le destin, même si je me suis toujours battu pour ma place. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis l'un des plus anciens en équipe nationale. Je porte aujourd'hui le brassard et ça, c'est la consécration d'une belle carrière en équipe nationale. Vous héritez même du brassard de capitaine, une grosse responsabilité, non? Oui, c'est une très grosse responsabilité. Être capitaine de la nation, porter tout un pays par ce brassard, c'est une grosse responsabilité, bien évidemment. Et puis une grosse responsabilité aussi au sein du groupe. Mon rôle a totalement changé depuis que je porte le brassard. Je suis beaucoup plus impliqué dans beaucoup d'aspects de l'équipe et des aspects aussi extérieurs même au football. Donc c'est un rôle qui est très important et c'est un rôle que j'assume pleinement. Voilà, je m'en voudrais de vous laisser partir sans évoquer votre saison en club, en Ligue 1 française cette année. Votre club, le Stade Brestois, et vous êtes la grande révélation avec bien sûr des prestations abouties et des résultats qui vous ont même propulsé dans le peloton de tête au niveau du classement général. Vous êtes même dauphin du leader, le PSG, à 8 journées de la fin de la saison. Quel est aujourd'hui votre objectif? La Ligue européenne des champions la saison prochaine ou faire partir des Européens la saison prochaine? Non, totalement. Aujourd'hui, avec Brest, on réalise une saison exceptionnelle, une saison qu'on n'avait pas imaginée au début. On s'imaginait vraiment pas être dauphin à l'heure actuelle, mais sans se mettre de pression,
Nous, on prend match par match, on essaye de finir le plus haut possible dans ce championnat, mais évidemment que dans un coin de notre tête, on s'imagine obtenir une place qualificative en Ligue des Champions. Ça serait vraiment exceptionnel pour le club et aussi d'un point de vue personnel. Moi qui n'ai jamais joué de Coupe d'Europe, ce serait aussi le Graal. Voilà, personnellement, vous venez de purger vos 2 matchs de suspension suite à une expulsion en championnat. Est-ce que psychologiquement, ça peut être un coup d'arrêt dans l'élan d'un attaquant comme vous? Apparemment, on a quelques soucis. Je vous entends pas. Je parlais de vos 2 matchs de suspension que vous venez de purger. Est-ce que ça peut constituer un coup d'arrêt? Bon, quelques soucis de liaison avec Amiens et Steve Mounier. Je vous rappelle, on recevait Steve Mounier depuis le quartier général des Guépards à Amiens en France et qui sont en regroupement dans l'optique de ce match amical, sinon des 2 matchs amicaux, le premier étant déjà joué samedi dernier face à la Côte d'Ivoire. Vous connaissez le score. Et demain, mardi, ce sera le Sénégal. Et bien sûr, ces matchs comptent pour préparer bien sûr les prochaines échéances. On va revenir sur ce plateau. On parlait d'un autre sport collectif. Je veux parler du handball avec le sélectionneur national Aimé Sebior. Nous parlions justement de la Légion étrangère pour ce qui concerne le handball béninois. Comme je vous le disais, on est à la recherche, on est en train de faire le point des étrangers, d'accord? C'est vrai qu'on ne peut pas prendre eux tous, mais on va prendre ce qu'on peut prendre, ajouter à ceux qui sont sur le territoire ici. Tout à fait. D'accord? Et faire le mélange. Faire le mélange, commencer par travailler dès maintenant pour préparer 2026. Parce que le Bénin est en prévision de participer à la Coupe d'Afrique des Nations Rwanda 2026. Et si on doit atteindre les objectifs en 2026, c'est dès aujourd'hui qu'on va commencer la préparation. Tout à fait. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un bon planning de préparation, que ce planning soit validé et par le comité exécutif et par le ministère pour qu'on puisse prendre contact avec ces Béninois qui résident à l'extérieur. D'accord. Commencez par faire des stages sur le plan national ici. Commencez par faire des stages avec ceux qui sont à l'extérieur ou au pays ici. Faire de temps en temps des matchs amicaux pour permettre aux locaux d'avoir aussi l'expérience de grandes compétitions. S'il y a des tournois, qu'on puisse participer à ces tournois-là, engranger des regroupements périodiques. Voilà, des regroupements périodiques. C'est pour ça que je vous parlais de la planification jusqu'en 2026. Ce serait chose faite. Et ce n'est que dans le travail qu'on peut atteindre les objectifs. Il faut qu'on travaille. En sport, c'est le travail qui compte. C'est le travail. Et c'est le travail, non seulement le travail, mais le travail bien fait. Vous voyez? Donc, ce n'est que ça qui peut nous permettre d'atteindre les objectifs. Permettre aux joueurs de gagner en expérience en participant à des compétitions intermédiaires, en faisant des stages, beaucoup de stages, que ce soit sur le plan national que sur le plan international, histoire de nous permettre de permettre à l'équipe d'être prête pour 2026. Voilà. Et ça, c'est dans un passé, c'est pour un futur très proche, afin de donner une belle santé aux sélections nationales. Et un peu comme vous, Aimé Sebior, nombre de techniciens béninois, dans beaucoup de disciplines d'ailleurs, vous cumulez votre poste de sélectionneur avec celui d'entraîneur d'un club. Comment on se planifie pour accomplir ces tâches-là? L'équipe nationale, c'est ponctuel. Le club, c'est le travail de tous les jours. Tout à fait. Donc, quand il y a une compétition et que la sélection que je dirige doit participer, d'accord, on est informé un peu plus tôt, on fait la planification, on envoie la planification au directeur technique national qui valide cette planification ou qui apporte des modifications, on échange, on lui explique les raisons qui nous ont poussé à sortir cette planification, il valide ou il apporte ces modifications. Dès que le plan est validé, on met en action le plan sous l'autorité du comité exécutif. Tout à fait. D'accord. Donc, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de joindre le club et l'équipe nationale. Mais si, à un moment donné, on devait faire le choix, d'accord, en son temps,
Si à un moment donné, on devait faire le choix, en son temps, nous allons faire le choix. D'accord? Et savoir à quoi s'en tenir en ce moment. D'accord. Merci. Mais c'est bien, je rappelle que vous êtes le sélectionneur national pour ce qui concerne le handball. Vous êtes au niveau de l'équipe nationale senior. Vous revenez Si je voulais corriger une chose. Oui, dites-moi. J'ai dit, jusqu'à nouvel ordre, oui, je suis sélectionneur national au niveau des catégories d'âge, à savoir les juniors hommes. Et dans le cadre de la participation de l'équipe nationale senior aux Jeux africains, il a été mis sur pied une commission ou un comité? Non, un comité. Un comité, oui. Un collège, voilà le mot. Un collège d'entraîneurs pour gérer cette campagne. D'accord? C'est vrai que je suis le responsable du collège pour gérer la campagne. Mais je ne suis pas officiellement entraîneur de l'équipe. Seniors. Voilà. C'est clair. C'est clair. Ça a valeur de mise au point. Voilà, merci. Mais c'est bien, nous allons revenir au football avec un plein feu sur cette rencontre amicale internationale à l'issue de laquelle le Bénin a réussi à contraindre au nul la Côte d'Ivoire. Ce sera des analyses entre observateurs bien avertis de la chose et mon collègue du groupe de presse Fraternité, Ange Touama. Alors Ange, bonjour. Bonjour à vous, Narcisse Alossé. Bonjour aux amis téléspectateurs. Oui, d'abord, nous serons rejoints sur le plateau tout à l'heure par un autre observateur de la chose. Je veux parler de Marwan Salou. D'abord, dites-nous, ce résultat contre la Côte d'Ivoire vous a-t-il surpris? Non, c'est pas un résultat qui surprend parce que c'est quand même une équipe de la Côte d'Ivoire qu'on a connue lors de la CAN qui, c'est vrai, a remporté cette compétition. Mais au-delà de ça, c'était pas la grande équipe de Côte d'Ivoire. Donc le Bénin pouvait quand même faire un résultat et c'est ce qui s'est passé face à cette équipe. Ils sortaient de l'euphorie. Vous savez qu'on est dans l'euphorie, on n'est pas tout à fait bien concentré et c'était la première fois également qu'ils allaient présenter le trophée. Donc c'est pas un résultat surprenant parce que aussi le Bénin avait besoin de s'annoncer en allant faire un résultat face aux champions d'Afrique. Voilà. Marwan Salou, bonjour. Vous venez de nous rejoindre sur le plateau. Même question pour vous. Ce résultat, 2 buts partout contre la Côte d'Ivoire, vous a-t-il surpris? Oui et non. Oui, parce que il faut être honnête. À part le match face au Mozambique, nous marquons difficilement plus d'un but dans un match. Donc déjà les 2 réalisations de l'équipe. Et il faut aussi retenir que notre équipe traverse une période transitoire où il y a un mélange de jeunes et de joueurs qui sont plus proches de la fin de leur carrière, qui sont là. Et donc, il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, même si tous ne jouent pas au même moment. Et donc ça m'a surpris. Et j'ai dit ça m'a surpris, tout comme ça ne l'a pas été, parce que la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle remportait cette compétition de cette CAN-là, je n'enlève rien à la qualité des joueurs ivoiriens. C'est l'alignement de planète qui a permis à cette équipe ivoirienne de remporter cette compétition. Ce n'était pas l'équipe qui avait le football le plus abouti. Oui, elle n'a pas eu un parcours de gagnant. La Côte d'Ivoire a commencé par exister à partir des demi-finales, face à la RDC et la finale où ils ont joué Même en cas, la Côte d'Ivoire n'était pas là. Non. En cas, la Côte d'Ivoire n'existait pas du tout jusqu'à la 89e minute. N'eût été l'égalisation face à cette équipe malienne qui est venue à quelques secondes. Je crois que l'équipe malienne aurait pu finir avec. Et l'exploit face au Sénégal en 8e. Oui, soit. Mais je dis, quand vous regardez la compétition de la Côte d'Ivoire a véritablement été à hausser son niveau et a plu. On va revenir sur l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le Bénin. Ce que j'ai apprécié, c'est le milieu terrain de l'équipe qui était très jeune et qui a empêcher cette équipe ivoirienne d'avoir de l'espace, de pouvoir jouer. Vous allez voir, les joueurs de couloir de la Côte d'Ivoire n'ont pas évolué et donc le Bénin a joué dans un bloc bas et a piqué pas des contre-attaques. Je crois que c'est une très bonne chose. Il ne faut pas aussi oublier que sur ce match-là, il y a eu 2 actions litigieuses. Une action du côté béninoise et une action du côté On va revenir sur ces détails-là tout à l'heure. La prestation d'ensemble de l'équipe maintenant, Ange. Il n'y a rien de nouveau, hein, à part qu'ils aient scoré cette fois-ci parce que le dernier match,
on a vu le Bénin vraiment engranger, avoir vendanger assez d'occasions. Ne pas marquer contre cette équipe-là, c'était vraiment une horreur. Hein. Et puis le coach avait lancé. Oui, c'était oui. Le coach avait dû lancer cette alarme, vous vous souvenez, je ne vais pas revenir sur les propos. Donc, déjà, voir cette équipe marquer 2 buts, c'est bien, c'est un bien. Mais dans le jeu, il reste encore à faire. Il reste encore à dire. Donc, ce n'est pas encore une équipe qui impressionne. Ce n'est pas encore une équipe. À partir de là, nous allons baser maintenant nos analyses secteur de jeu par secteur de jeu. On part par exemple de la défense du gardien de but et surtout de la défense. Oui, le gardien de but, tout le monde peut le dire. Hein, c'est déjà la plus grosse faiblesse de cette équipe. Vous l'avez vu déjà sur un coup franc anodin. Il s'est troué et il y a eu but. N'eût été peut-être cette bourde du gardien de but, on aurait pu remporter ce match. Parce qu'un match se gagne sur des détails. Quand on veut aller en Coupe du Monde, on doit jouer sur ces détails-là. On doit être ferme et rigoureux sur ces détails-là. Et quand vous avez une faiblesse, surtout au niveau du dernier rempart, c'est compliqué, c'est difficile parce que vous prenez des buts à n'importe quel moment. Et pour n'importe quelle action qui vient de nulle part, vous encaissez. Alors que dans le jeu, vous fournissez peut-être assez d'efforts. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. Donc, il y a un problème au niveau du dernier rempart et cela doit être corrigé. Plutôt maintenant, au niveau de la défense, on a quand même vu les 2 charnières se défendre quand même. Il y a... Vous parlez de l'axe. De l'axe. Cédric Ontonji et puis Tidjani. Le jeune Tidjani, c'est pas des 2 joueurs qui se connaissaient. Ils ont joué quelques bouts de match ensemble. C'était l'occasion. Mais ils ont quand même des atouts et un potentiel athlétique que tout le monde a loué. Non, mais moi, je crois que je suis pas d'accord avec Ange quand on parle du gardien. Je crois que Saturnin Alagbé, moi je ne vais pas tirer sur une ambulance. Saturnin Alagbé, il faut connaître sa condition. Le meilleur gardien dont tout le monde parle, qui est Noé, a été absent pendant 6 mois. Quand il est arrivé, on a vu les buts qu'il a encaissés. Saturnin Alagbé aujourd'hui est en difficulté dans son club parce que, pour la petite histoire, il n'a pas le rythme. Il n'a pas le rythme. Les gardiens, c'est la répétition des gestes. Et c'est difficile de changer un gardien de but. Pour ce que je sais, on a vu ce que ça a apporté lors des matchs amicaux sur un match de la Mauritanie, le but que nous avons encaissé. Moi, je ne blâme pas totalement Saturnin Alagbé dans ce match parce que quand vous mettez un mur, quand un gardien met un mur... le blâme. On parle d'une erreur. L'erreur peut venir de l'erreur humaine. Oui, mais il faut déjà partir du départ de l'erreur. Le départ, c'est qu'il a mis un mur là. Et quand il met un mur, il va se mettre sur 7 mètres en 2. Le mur, qu'est-ce que le 3e joueur vient chercher à 1 mètre de son mur? C'est pas à Saturnin Alagbé de sortir des buts pour aller placer le 3e gardien. Puisque vous avez un intrus, vous sortez l'intrus, vous le dégagez. L'arbitre va vous aider même à le dégager. Tout à fait. Les défenseurs n'ont pas eu le cran de faire ce qu'il doit faire. Et lui, il n'a pas été suffisamment ferme sur la frappe parce qu'il a fait une faute de main. C'est arrivé au plus grand. On a vu en demi-finale de la Ligue des Champions passer. On a vu Liverpool face au Real en finale de la Ligue des Champions. Les 2 gardiens, supposés être les meilleurs gardiens de ce moment, Thibaut Courtois et le Brésilien, ont fait des fautes de main, ils ont encaissé. Moi, je veux passer sur ça. Pour moi, je pense que nous sommes en construction, je le dis, je le répète. Cet as-là, c'est vrai, individuellement, ils ont quelque chose. Mais pour moi, cet as-là n'est pas complémentaire parce que c'est 2 joueurs qui vont très lentement. C'est très lentement. C'est vrai, Cédric Ontonji, très intelligent dans le placement, dans l'anticipation. Mohamed Tidjani, qui est rugueux sur l'homme. Mais quand vous les mettez en vitesse, les 2, ce n'est pas des personnes avec lesquelles vous pouvez compter. Et donc, il faut faire attention. C'est paradoxal, non? Parce qu'ils sont relativement jeunes. Ils sont... Oui, mais chacun avec sa qualité. Ils sont vraiment nonchalants. Et je crois qu'il faut peut-être trouver un autre qui va un peu plus vite pour aider dans l'as-là. Ils n'ont pas démérité. Mais je crois que sur ce match-là, c'est le latéral droit qui a été la plus grosse déception. Et ce que j'ai dit de Saturnin Alagbé, encore valable pour lui. Un garçon qui ne joue pas et qui vient jouer des bouts de match en quelle division? En 5e division. Vous n'attendez pas grand chose de lui. On a eu la satisfaction quand Rachidi Moumini est venu
depuis qu'il a quitté cette équipe junior qui a participé à l'épopée de l'Égypte 2023, quand il est venu, on a senti que quelqu'un est venu là. Et donc je pense qu'avec Rachid Moumini, on a la solution on va passer en défense. On va passer le secteur défensif. Le milieu de terrain a quand même été une satisfaction, non, Ange? Oui, le milieu de terrain a été une satisfaction quand vous avez des garçons comme Dodo Doku. En fait, c'est des jeunes joueurs qui ont besoin vraiment de s'imposer, qui ont besoin de se faire un nom, qui ont besoin de se faire une place dans cette sélection parce que c'est une chance que Gernot Rohr leur a accordée. Donc il va falloir qu'ils méritent cette chance. Et quand vous les voyez, ils se donnent à fond. Et puis l'amélioration aussi au niveau de Ceci d'Amelda, il faut l'avouer, on décriait le fait qu'il ne faisait rien avec la balle, il faisait assez d'efforts sans résultat. Il s'est amélioré. C'est vrai que dans la récupération, il reste encore à dire, mais il y a quand même une petite amélioration. Et puis le troisième milieu, Imran Hassan également, qui se donne également. En tout cas, ça va de soi pour les deux, Dodo Doku et Imran Hassan. Donc c'est un milieu jeune, un milieu qui donne de l'espoir quant à l'avenir de cette équipe-là. Oui. Cependant, bon, ils doivent progresser. Il y a encore de la place pour cette Narcisse, comme je le disais, c'est la plus grosse satisfaction. Et la présence, c'est un milieu qui a joué avec 2 pointes basses. Et donc, 2 personnes qui sécurisaient. Seulement que dans ce milieu de terrain, il n'y a que des récupérateurs. Oui, il y a Dodo Doku qui a joué un peu plus devant. C'est un récupérateur de métier. Oui, mais c'est un gars qui peut jouer aussi comme un 10, il peut jouer comme un relayeur. Oui, l'avantage, il a évolué comme ça plusieurs fois avec l'équipe junior. C'est un garçon que j'ai suivi énormément. Nous sommes à un cran supérieur. Oui. Et dans son club, il ne joue pas à la récupération. Dodo Doku, c'est un garçon très intelligent. Et le coach a eu le flair de mettre un certain Hassan Imran à côté de Ceci d'Almeida et on n'a pas vu de fioriture de Ceci d'Almeida. Les balles qu'il perdait, il y avait quelqu'un juste à côté de lui, donc il ne s'embarrassait pas, il remettait à Hassan qui faisait le boulot, qui remettait la balle très facilement avec son aisance. Et donc on n'a pas vu les déchets de Ceci parce qu'à côté de Ceci, il y avait quelqu'un qui le terrain, l'une des satisfactions de ce match. Et ça a permis à Olaïta de pouvoir se projeter. Ces 3 milieux qu'il a utilisés a permis à Olaïta de pouvoir se projeter du côté gauche. Et donc je crois que c'est la plus grosse satisfaction. De prendre à défaut la défense ivoirienne. Oui. On va passer bien sûr au secteur offensif qui, pour une fois, n'a pas été muet. Ils ont marqué 2 buts. Oui. C'est important parce que quand vous avez des attaquants qui ne marquent pas, ça ne vaut rien. C'est vrai que les attaquants peuvent amener les défenseurs, permettre à des milieux de pouvoir tenter leur chance. Tout à fait. Et de marquer. Mais ici, Junior, là, étant, c'est vrai que sur le premier but, voilà, c'est un coup de chance, sur ce qu'on est direct. Mais le deuxième but, c'est vraiment un but bien fait. D'école. Un but d'école, ça, c'était de toute beauté. Et sur une passe, je pense, venue du milieu, donc c'était bien construit. Et ça, il faut vraiment tirer un coup de chapeau à cette offensive. C'est vrai que les 2 autres n'ont pas marqué, mais ils ont quand même eu d'apport. Il faut noter que si Mounier, c'est un joueur qui a un jeu de tête mortel. Mais il ne reçoit pas les balles. Les ailes centrées n'arrivent pas vraiment. Jusqu'à présent, on n'a pas encore. Depuis le départ de Mouritala, on n'a plus quelqu'un vraiment qui centre. De ce match-là, on n'a pas eu de centre en retrait pour un attaquant. Le choix du coach. Le coach a choisi un système qui ne favorise pas cela. Il n'a pas utilisé des joueurs excentriques qui peuvent apporter. On connaît les limites d'un garçon comme Kiki David. Donc vous n'allez pas attendre de Kiki qui fasse 10 centres. Dans un match, il va vous réussir 1. Mais sur ce match, il n'a pas utilisé des excentrés. Rontondi Andreas a été le joueur le plus intelligent de ce match. Vous trouvez encore réobserver Rontondi quand il prend la balle. Il permet à Steve Mounier d'empêcher la défense ivoirienne de venir. Et lui, quand il fait ses appels de façon verticale. Et puis il a la percussion. Ça empêche cette équipe défensive. Et le milieu de terrain ivoirien a été absorbé de par ces balles. Quand la balle arrive sur Andreas, ses courses, ses contrôles vers l'extérieur
ça complètement empêche l'axe central. Et vous allez voir que l'axe central de l'équipe ivoirienne, réellement, si c'était dans des matchs de compétition, aurait pu avoir suffisamment de cartons. Parce qu'il ne faisait que des fautes sur Steve Mounier, qui également dans ses appels était très dangereux. Sans ballon, ils ont été suffisamment intelligents. Il faut avouer aussi que dans l'axe des Ivoiriens, ce n'était pas des titulaires. Oui. Kosovo Ndika n'était pas là. Absolument, c'est vrai, surtout. Donc il faut mesurer vraiment notre... Non, surtout Ndika, mais je le dis honnêtement, à un moment donné, je faisais partie de ceux qui, au dernier moment, souhaitaient pour que la fête soit belle, la Côte d'Ivoire remporte. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas présenté le meilleur visage, la meilleure équipe pour moi. Donc, pas le meilleur football. La faute à des absences, non? Oui, Ndika, Kosovo. Non, je ne parle pas de notre match. Sur notre match, c'est le Bénin qui a fait de jouer la Côte d'Ivoire. C'est le système de l'équipe béninoise qui a fait jouer la Côte d'Ivoire. Les Béninois ont joué compact. Et moi, donc, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a présenté ses limites. Pas du tout. C'est le Bénin qui a empêché la Côte d'Ivoire de jouer. Le milieu de terrain du Bénin a absorbé complètement cette équipe ivoirienne. On peut me dire qu'ils sont venus pas très motivés, mais sur ce match, ceux qui en voulaient plus, c'était l'équipe béninoise. Ce match appartient désormais au passé et on bascule déjà vers le deuxième. C'est dans quelques heures, demain, pour être précis, demain mardi. Dans le cours de 20h30 heure du Bénin, vous envisagez quoi par rapport au Sénégal, Ange? C'est le match, pour ma part, qui sera le plus difficile pour le Bénin. Parce que le Sénégal reste la grosse équipe, l'équipe la plus redoutable. Bon, l'une des équipes redoutables de l'Afrique. C'est vrai que le Sénégal n'est pas allé loin plus que les huitièmes de finale, mais elle reste... C'était un incident de parcours. Hein, un incident de parcours. Vous vous souvenez, la dernière rencontre entre le Bénin et le Sénégal, c'était au stade 1-1. Mais avant ça, à Dakar, c'était 3-1 avec un but de Junior Laïtan. Donc, et le Sénégal vient aussi d'une victoire, sort d'une victoire aussi en amical 3-0 face au Gabon. Donc, avec une équipe remaniée, totalement remaniée. Et c'est des jeunes qui ont déjà fait leur preuve, des jeunes qui sont en compétition, qui jouent régulièrement dans leur club. Donc il va falloir vraiment faire attention à cette équipe. C'est pourquoi je dis, le résultat face à la Côte d'Ivoire peut être trompe-l'œil. Parce que voilà, c'était face à une équipe ivoirienne, vous l'avez tout à l'heure dit, c'est pas vraiment la grande nation d'Afrique. De toutes les façons, ils vous suivent depuis leur camp de base à Amiens. Ils suivent l'émission parce que c'est depuis là-bas qu'on vient de joindre Steve Mounier. Pour demain, le Sénégal, Marouane Salou, comment est-ce c'est la meilleure équipe des 10 dernières années. Le Sénégal éliminé malencontreusement face au Cameroun en 2017. En 2017, cette équipe sénégalaise a fait la finale en 2019. Elle remporte la CAN 2 ans plus tard. Et concours de circonstances face au pays organisateur, le Sénégal est éliminé. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure équipe africaine, c'est le Sénégal. Il n'y a même pas à hésiter. Et donc, quand vous jouez face à une équipe comme ça, vous mettez des choses en place. Pas pour gagner ce match-là. Le match-là, pour moi, n'est pas un objectif. C'est la mise en place que le staff technique doit faire. Et remettre l'équipe en confiance. Permettre à l'équipe de jouer en bloc. Défier le Sénégal. Empêcher, retarder le plus longtemps possible une défaite. Parce que pour moi, quel que soit le résultat, c'est les joueurs qu'il faut jeter dans le bain parce qu'on a encore des jeunes. Il faut penser au moment où on aura des suspendus, où on aura des absents. Donc donner la chance à ces jeunes de prouver ce dont ils sont capables et surtout ne pas déroger à la règle, jouer en bloc équipe du début jusqu'à la fin, quel que soit le résultat, sortir gagnant parce que l'objectif ce n'est pas le Sénégal. L'objectif c'est le Rwanda et le Nigeria en juin prochain. Et donc, il faut préparer ça aujourd'hui. Quitte à faire face au Sénégal. Merci Marouane Salou, ils vous entendent. Ils suivent l'émission depuis leur camp de base à Amiens, en France. Et nous sommes au terme de cette édition de Canal Sport. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie. Et au cours de cette émission, retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive lundi prochain pour un autre numéro de Canal Sport. Bonne soirée.